Bienvenue les amis pour cette troisième édition de l'entretien inattendu. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Win Gallian. Win Gallian, bonjour. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? Oui. Écoute, super bien, merveilleusement bien, puisque la belle saison arrive. Donc, les Natcham vont partir dans les bois. Et donc, ça va être le début de l'aventure estivale. Ce sera le 11e été. Et donc, c'est toujours évidemment le mois de juin. En plus, c'est le mois de mon anniversaire. C'est un grand départ. Pour moi, le nouvel an, il est un peu au mois de juin. Donc ça va super bien. Super heureux d'être avec toi. Tout l'été est programmé donc. Voilà, c'est ça. Oui, tout était programmé, tout à fait. D'accord. Une aventure à venir. Ok. Alors justement, parlant d'aventure, cet entretien inattendu, c'est aussi le chemin des aventuriers de la conscience. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est toi, comment tu te reconnais en tant qu'aventurier de la conscience? Écoute, je pense qu'être aventurier de la conscience, c'est avant tout être fidèle à soi-même et écouter sa légende, sa propre légende personnelle, identifier à un moment donné ce qui vibre en soi et suivre coûte que coûte cette voie et cette force qui naît intérieurement, vraiment comme une petite pousse qui a une graine qui a entendu, qui a senti l'appel et répondre à cet appel. Ça, c'est vraiment l'aventure de la conscience parce que c'est le moment où on se dégage de tout le conditionnement extérieur, familial, sociologique, sociétal, et où il y a ce miracle qui fait qu'on fait ce qu'on aime vraiment et ce pourquoi on est fait. Et ça, au-delà de toute considération, moi je suis qu'un très très humble petite goutte dans le grand océan de l'humanité, mais le fait que j'ai répondu à cet appel intérieurement, ça m'a permis de vivre quelque chose euh, qui est ma propre aventure de conscience, qui a été mon initiation personnelle, qui a été très exigeante sur certains points, mais qui a été avant tout épanouissante, révélatrice, et ça a été une véritable aventure intérieure. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour en parler un petit peu. Ça a été l'histoire d'une vie aussi, à savoir que quand on suit ses aspirations intérieures, il y a tout qui s'ouvre. Et on découvre des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui et c'est une aventure qui est en perpétuel renouvellement, même en remise en question d'une certaine façon, mais toujours, quels que soient les événements, les épreuves, les péripéties, sentir intérieurement le baromètre intérieur, qu'est-ce qui vibre, vers quoi il me dirige, où est-ce que je dois aller. Et je sais que je dois aller là où ça vibre, là où j'ai envie, là où j'ai ce désir intérieur qui me porte et où je sais que c'est là ma vérité intérieure et que c'est là que mon aventure personnelle va pouvoir se réaliser de la meilleure des façons. Donc c'est C'est vrai, vraiment une histoire d'écoute intérieure et savoir que je pense que chacun a en soi un programme. Et ce qui est important, c'est se dépouiller de tous les conditionnements extérieurs, de faire confiance à ce qui est réellement la mission de chacun, c'est de réaliser sa propre vie en écoutant ses rêves, en suivant ses rêves, en nourrissant ses rêves et en les réalisant le plus possible. Voilà, donc j'en suis très loin, mais au moins j'ai commencé. J'ai fait quelques petites tentatives, on va dire. Voilà. en effet, c'est vrai que l'aventure en conscience, c'est avant tout une aventure intérieure. On va à la rencontre de qui l'on est vraiment, de nos ressentis, de nos rêves, comme tu le dis, mais aussi peut-être de tout ce qui empêche, de tout ce qui bloque, et à la recherche aussi à la rencontre de ces blocages et de ces conditionnements pour s'en libérer. Complètement. On vit vraiment dans une société, particulièrement dans le monde occidental moderne, qui a pour but de formater les individus dès le plus jeune âge pour qu'ils se conforment insidieusement, parce qu'on parle de liberté d'expression, on parle de plein de très belles choses, mais en réalité, il y a quand même un formatage. On a tous vécu la maternelle, à l'école primaire, même à l'université évidemment, puis dans la vie de tous les jours, avec notre famille, avec nos amis, même quand on est gamin, on est formaté par tout un environnement. Et donc ça, en effet, c'est une caractéristique vraiment insidieuse, et je sais que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser ça. Et mon propre chemin a été aussi une prise de liberté, un affranchissement intérieur, tout en étant parfaitement intégré dans cette société et en acceptant les règles du jeu, parce qu'on ne peut pas non plus être en rébellion, mais il y a une façon, on va dire, un peu plus souple de suivre sa propre voie intérieure, tout en s'adaptant au monde dans lequel on vit, mais sans perdre son âme.
Mais oui, bien sûr, complètement. Il y a un conditionnement puis l'hérédité, évidemment. Notre hérédité, l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, etc. Ben, tu connais certainement un petit peu le sujet, la psychogénéalogie notamment met bien le doigt dessus. C'est Oui. impressionnant de voir à quel point on n'est pas libre en réalité au départ. On est complètement conditionné, avec aussi un héritage qui est positif, bien sûr. On a aussi les grandes forces de cet héritage, mais il faut apprendre, pour moi, à distinguer ce qui va nous éloigner de nous-mêmes ou ce qui va nous rapprocher. Voilà, donc oui, oui, c'est vraiment un enjeu. Ça, c'est clair. Et pour moi, si tu veux, ce qui m'a énormément aidé, on en vient un petit peu également au thème de tout ce que je fais, c'est la nature. Moi, dès le plus jeune âge, en réalité, la nature m'a murmuré intérieurement. Elle m'a appelé vers un autre monde parallèle, un monde dans lequel je me retrouvais tous les étés quand j'étais au bord de l'océan ou quand j'étais en Champagne dans les forêts près des maisons de mes grands-parents. Et là, c'était un ressourcement qui me recentrait complètement, qui me ramenait à moi-même et qui m'ouvrait, qui me faisait vivre dans un monde qui n'avait rien à voir avec le monde dans lequel j'étais incarné, le monde moderne, et dans lequel j'ai puisé une nourriture, une liberté, une joie, qui m'a été fortement utile, évidemment, dès que je suis parvenu à l'âge adulte, pour pouvoir, paradoxalement aussi, mieux accomplir mon devoir karmique, ma mission de vie dans cette société. C'est pas pour rien que je m'incarne en France, dans le monde moderne, donc il n'est pas question de fuir. En revanche, il est certainement question de nourrir cette connexion pour moi à la nature qui m'a ramené à moi-même et qui m'a certainement permis, d'une certaine façon, de me dégager de tout ce conditionnement que tu as évoqué. Alors, puisque tu parles de nature, je crois c'est avec Mika qu'on avait abordé ça aussi, la notion de sacré et de la nature. Et la nature. Pour moi, en tous les cas, la nature est sacrée, comme beaucoup de choses. Hein. Finalement, la vie en elle-même est sacrée. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça, Voilà. le sacré? C'est énorme. Là, tu touches au cœur de tout ce qui me fait vibrer. Parce qu'en réalité, la nature est un seuil, est une antichambre qui nous permet d'entrer dans un sanctuaire invisible. Et quand on voit la nature, ça évoque plein de choses. C'est beau, c'est merveilleux, on sent qu'il y a une ambiance. Mais en réalité, ce que j'ai découvert, ce que je savais quand j'étais petit garçon, et tout mon travail actuel ne sert qu'à réveiller cette intuition profonde que j'avais et ce vécu que j'avais quand j'étais enfant, à savoir que la nature, c'est un voile charmant, hein, c'est le voile d'Isis, qui ne demande qu'à être entrouvert. Et quand on entrouvre ce voile, on voit que ça ouvre sur tout un monde extraordinaire qui dépasse complètement le monde des apparences et qui ouvre en effet sur cette fréquence, j'aime beaucoup ce mot fréquence, qui ouvre sur un monde, tu as utilisé le mot sacré et moi je l'aime beaucoup, même s'il est connoté religieusement, Oui, oui, oui. mais c'est absolument ça. Non, mais tu as tout à fait raison. Le sacré, c'est quelque chose qui nous amène à la source, au cœur du vivant, et qui met surtout le doigt sur cette dimension tellement mystérieuse de la vie et de nous-mêmes. Parce qu'en réalité, dans la nature, la mort et la vie sont indissociables. Tu as tous les grands mécanismes et grands phénomènes de l'existence nous interpellent quant au mystère qui est derrière ça. Et nous-mêmes, nous sommes un mystère pour nous-mêmes. Mais l'être humain est une créature extraordinaire, d'une richesse incroyable, sauf que l'être humain, en tout cas actuellement, est endormi globalement. Et la nature m'a permis d'accéder, bon, c'est un peu prétentieux, mais il y a quand même cette notion, il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi au contact de la nature, et ce quelque chose est lié à une aspiration à quelque chose de plus grand, d'incroyablement vibrant et mystérieux, parce qu'en réalité, il y a un mystère derrière tout ça, et quand on fait quelques petits efforts parce qu'on a cet amour débordant pour la nature et il y a cette force, ce feu viscéral qui nous prend dans le ventre, et bien là, la nature, je dirais, d'une certaine façon, elle nous prend dans ses bras et elle nous guide et elle nous amène au pied de ce sanctuaire. Et moi, c'est vraiment ce que je vis dans la nature, à savoir qu'il y a une fréquence normale, la séquence qu'on voit quand on est randonneur, qu'on va se promener dans la nature, on trouve ça magnifique, on sent que ça fait du bien. Mais en réalité, quand on insiste un peu et quand on essaye justement de soulever ce voile, ce fameux voile d'Isis, là, les récompenses, les cadeaux, les émerveillements sont innombrables et intarissables. Et moi, c'est ce que je vis tous les étés, c'est ce que j'essaye de faire vivre également aux personnes qui me font la gentillesse de participer à cette merveilleuse aventure, à savoir que dans les bois, le sacré est partout.
il y a des vortex dans tous les endroits qui sont, alors en revanche, à l'écart de l'agitation humaine. Il faut vraiment, ça c'est la seule condition, il est indispensable de trouver des lieux préservés, qui ne soient quasiment pas fréquentés. Parce que malheureusement, quand il y a trop d'agitation, bon, les êtres humains, voilà, ils ne sont pas méchants, mais ils font du bruit, ils ont un état de conscience dans lequel ils amènent toute leur vie moderne, ils sont dans leur bulle, qui n'est pas encore réellement suffisamment connectée à l'essence de la nature, et donc ça peut perturber un petit peu. Ce qui veut dire que quand on a la chance, et c'est le cas en ce qui nous concerne, de pouvoir vivre dans des lieux préservés, cette fréquence du sacré, alors je prends toujours des pincettes avec les personnes qui ont à cœur, parce qu'évidemment la connotation religieuse parfois c'est terrible, mais faire comprendre qu'il y a autre chose derrière les apparences et que l'important, de même que l'être humain, ses pensées, on ne les voit pas, mais on ne veut pas nier la réalité de nos pensées. Pourtant, on ne les voit pas. Quand tu me vois à Wingalia, tu vois mon visage, les bijoux que j'ai autour du cou, mais tu ne peux pas forcément savoir ce qui est des pensées, des émotions, plein de choses incroyables. Et dans la nature, c'est pareil. Il y a les arbres, le ciel, les rivières, c'est une merveille. Mais en réalité, il y a des pensées, il y a une émotion, il y a une vie derrière qui est incroyable. Et quand on a cet élan intérieur suffisamment fort pour se dépouiller de certaines gangs, de certaines idées préconçues, qu'on s'ouvre réellement, qu'on est en totale ouverture, la nature se met à nous parler et à nous donner des choses qui sont intangibles, mais qui sont incroyables. Ça arrive une seule fois, on est marqué à vie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé depuis ma tendre enfance. J'étais marqué au fer rouge et toute la nature me parle, en fait. C'est ça le truc. Et puis c'est très simple aussi. Il ne faut pas mettre aussi cette connotation un peu ésotérique, le sacré, le machin, puis le gars qui se prend un peu au sérieux, tout ça. La nature, c'est avant tout un jeu d'enfant. Il faut retrouver un cœur d'enfant. Et c'est la clé. S'ouvrir dans la nature, c'est vraiment d'une simplicité en réalité. Il faut être juste plein d'amour, plein d'ouverture au potentiel, à l'inconnu, se dire que tout est possible et ne pas figer les choses, c'est-à-dire être conscient que derrière la nature, il peut y avoir en effet quelque chose de vivant et pourquoi pas. Est-ce que par hasard, les légendes, les contes et légendes n'auraient pas un fond de vérité? Est-ce que les histoires de lutins, de fées, d'ondines, de sylphes n'auraient pas un petit fond de... Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière? Et donc, en effet, alors après, c'est très subjectif, mais moi, ce dont je puis témoigner, c'est qu'en effet, il y a incontestablement des puissances, des forces dans la nature qui sont totalement conscientes, intelligentes, aimantes et vibrantes, et que si on a envie de réellement créer des passerelles avec ça, même si on n'y croit pas, mais qu'on veut ouvrir quelque chose en soi, voilà, pourquoi pas, allez, je m'ouvre à ce que dit Wingalian, je vais aller dans le lieu dont il nous a parlé, puis je vais bien voir ce qui se passe. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se passe des choses à chaque fois. Et je vois des personnes un peu, comment dire, bienveillantes, mais pas forcément tout à fait acquises. Hein, les histoires de fées, de gnomes, tout ça, ça leur passe au-dessus, et c'est tout à fait leur droit. Mais en revanche, quand ils sont en situation et qu'ils s'ouvrent, ah ouais, là, d'accord, je comprends, il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Et quand je sens en moi qu'il se passe quelque chose, qu'une ouverture, un courant frais qui me traverse, waouh, voilà, une aspiration, comme si on venait me chercher. Et j'ai vraiment des personnes qui sont arrivées dans ces circonstances qui n'étaient plus les mêmes en repartant. Ça, j'imagine, oui. Voilà. Et ça, c'est pour répondre à ta question. Fais attention avec moi, hein, tu appuies sur un bouton. Mais le sacré, en réalité, c'est un peu le secret de tout ça. C'est que dans la nature, il y a tout à puiser. Il y a des forces spirituelles d'une puissance absolument incroyable. Moi, je suis un grand féru de Rudolf Steiner parce qu'il explique ce que je ressens. Et Steiner explique très bien ça dans plusieurs de ses ouvrages. Il explique à quel point, en réalité, dans la nature, il y a d'innombrables entités, des esprits, hein, on met les mots qu'on veut dessus, des puissances, des consciences, qui sont à l'œuvre en permanence, qui travaillent avec les flux solaires, lunaires, qui font un travail de folie avec les 4 éléments. Et en réalité, toute cette vie, toute cette myriade de créatures est connectée à la source, est connectée aux hiérarchies. Si tu aimes un peu la Kabbale, tu connais l'art séphirotique, il explique quels sont les séphiras qui travaillent, comment elles travaillent sur tels et tels esprits. Moi, ça m'a bouleversé quand j'ai lu ça, parce que c'est ce que je ressens depuis toujours. Je sens qu'en réalité, il y a une source qui vient d'en haut et qu'elle se déverse partout dans la nature. Et que là, c'est un festival, c'est une symphonie, de nuit comme de jour. Et que moi, petit être humain,
avec ma petite conscience d'être humain, mais avec mon immense gourmandise, mon amour, mon besoin surtout de connexion à tout ce que je sens, ben, j'ai droit de goûter, d'avoir quelques gouttes de temps en temps cet élixir, ce nectar qui est distillé partout dans les arbres, dans la rivière, dans les rochers, dans le soleil. Hein. Je travaille beaucoup avec le soleil, j'en parle énormément. J'ai même un stage d'ailleurs consacré au lever du soleil. Voilà. Mais donc tout vient d'en haut en réalité. Et donc pour répondre enfin une dernière fois à ta question, oui, le sacré, bien entendu, puisque en réalité, la nature est l'antichambre du monde divin, si on peut dire, pour prendre des grands mots, et elle condense et focalise des vortex d'énergie extraordinaires qui permettent de se connecter à cette source qu'on va appeler angélique, faute de mieux. Voilà. Et ça, c'est avec un cœur d'enfant et une conscience ouverte, c'est inépuisable et c'est des vies et des vies à expérimenter ça pour monter, gravir une sorte d'escalier invisible qui, j'espère, un jour me permettra d'ouvrir définitivement, soulever définitivement ce voile d'Isis que je n'ai fait pour l'instant que soulever fort modestement. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est redevenir en fin de compte comme un petit enfant, Ah, oui. libéré de tous à ce moment-là où il n'y avait encore pas trop de conditionnement et où on avait cette ouverture à toutes les possibilités et puis à tous les recevoir finalement. Vraiment redevenir, et ce lien avec la nature, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Oui, et puis alors ça, vraiment, tu sais, c'est la chose sur laquelle je travaille le plus avec mes stagiaires. C'est le mental, c'est un outil extraordinaire, très utile pour fabriquer des machines, pour faire les comptes, pour faire tenir le compte bancaire à jour, pour s'occuper de plein de choses. Mais en réalité, quand on arrive dans la nature, là, le mental, qui n'est qu'une vibration dans l'ésotérisme, dans la structure des corps subtils, tu as le corps mental qui est lié au corps causal. Et on le voit bien dans ce travail avec euh, la nature, elle répond au monde des archétypes qui sont liés au plan causal. Là, je rentre un peu dans l'ésotérisme, tu me pardonneras, mais c'est quand même très intéressant parce que en fait, la clé est là. Le mental, on va dire, inférieur, c'est-à-dire qui est juste la faculté intellectuelle d'utiliser des éléments à notre niveau, et finalement ça reste très matériel comme fréquence. Les intellectuels, les purs intellectuels, j'en connais, j'en ai dans ma famille, c'est une immense qualité d'être un intellectuel. Mais ce n'est qu'un outil. Et si tu vas pas plus loin, tu n'auras pas accès aux fréquences de l'âme et de l'esprit. Et ça limite énormément. Et donc, tout ça pour te dire que dans mes stages, la première chose sur laquelle je travaille, et j'insiste tellement là-dessus parce que c'est la clé, c'est de lâcher le mental. C'est de s'ouvrir comme un enfant et de vraiment décider que tous les a priori, le petit ratiocinage, le petit vélo intérieur, on le récupérera au parking à la fin du stage, aucun problème, hein, il sera toujours là. Mais là, c'est couillon, quoi. C'est pas le moment. La nature n'a rien à faire de ça et on va se fermer au courant de la nature si on reste cramponné voilà, on regarde le gars qui c'est Swingalian, voilà, qu'est-ce qu'il fait, scruter tout ce que, voilà, voir l'éventuel point faible dans ce que je fais, ou je sais pas quoi, mais se triturer la cervelle au lieu de lâcher et de s'ouvrir à tout ce qu'il y a à vivre. Maintenant, je te rassure, hein, c'est quasiment du 100% des stagiaires. La trituration mentale, elle dure pas trop longtemps parce que j'ai des alliés extraordinaires dans la nature que sont le soleil, le vent, l'eau, la terre, l'argile, le sable, la forêt, toute cette ambiance extraordinaire. Et en fait, c'est vraiment la nature qui fait le travail en nous pour nous donner envie de lâcher le mental. Et pour ça, on a un allié aussi extraordinaire, c'est le corps physique. Je travaille beaucoup avec ce corps pour le libérer de ses chaînes. Alors, c'est très simple. Alors déjà, tu sais qu'on pratique beaucoup la nudité dans le cadre de tous mes bivouacs parce que en fait, comme on enlève des écrans de tissu, on enlève des écrans aussi psychiques, des écrans intérieurs, qui nous coupent de toutes les radiations, le magnétisme, de tout ce qui arrive du cosmos et de la Terre tout entière. Et là, il y a aussi une clé à travers le corps pour enfin s'écouter, raisonner, ouvrir les cellules, boire à la nature, boire aux 4 éléments et lâcher plein de choses, se purger aussi par la puissance du soleil, du vent, de l'eau, ça lave, ça dégage, ça purifie. Et le corps est un outil vraiment merveilleux justement pour lâcher le mental. Et c'est tout le travail que je propose pendant les bivouacs, c'est de permettre au corps de respirer dans la nature, en utilisant certains outils, certains leviers qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ça, c'est un peu mon boulot, de permettre aux personnes de sortir de leur cadre de référence pour utiliser
tout ce potentiel de sensibilité, de réceptivité et de connexion à la nature que notre corps recèle à travers tous les instruments qu'il a de la tête aux pieds. Je me souviens, tu me fais penser à un chaman de Bretagne. Dans un de ses livres, il disait « La nudité, c'est la nudéité ». Oui, c'est une formule, complètement. Et lorsqu'on est un petit enfant, on est nu à la Tu vois? naissance. Oui, Donc, absolument. Ça, c'est un bon donc, exemple. Oui. Mais ben, notre nudité, la nudité qu'on pratique dans le cadre d'Oasis Natcham, c'est vraiment une nudité candide. C'est une nudité naturelle et spontanée. Et d'ailleurs, j'insiste toujours, nous ne sommes pas du tout un lieu naturiste, mais absolument pas. Bon, même si moi j'étais naturiste dans ma jeunesse, de par mes parents qui m'emmenaient tous les étés dans des endroits merveilleux en pleine nature qui étaient en effet étiquetés centre naturiste, mais ça c'est anecdotique. Mais moi, Oasis Natcham, c'est un lieu où on accueille des personnes qui souhaitent s'ouvrir à la nature. Et là, elles font comme elles veulent. C'est pas du tout, il y a aucun, on n'impose rien du tout. Et d'ailleurs, ça se fait très naturellement. Et il y a des personnes qui arrivent habillées et qui n'ont aucune intention de se mettre toutes nues. Et c'est normal. Je respecte complètement leurs besoins et leurs points de vue. En revanche, ce qu'il faut avouer, c'est que puisque tout ça vient d'une démarche naturelle, connectée spontanément au flux de la nature, les flux de la nature nous incitent réellement à nous dévêtir, ce qui fait que ces personnes, en général, d'elles-mêmes, finissent par aussi jouer le jeu et on finit à 100% tout nu très souvent. Pas systématiquement, mais c'est assez fréquent. Mais en revanche, cette histoire de nudité, c'est un beau symbole, mais en même temps, moi je lutte un peu contre ça. Il y a toujours tendance à mettre l'étiquette Oasis Natcham égale naturiste nudité. Non, c'est pas ça les gars, absolument pas. C'est pas l'objectif du tout, du tout, du tout. C'est un moyen facilitant qui aide. Mais voilà, il faut se libérer des étiquettes. On est là pour respirer la nature à 300%. Et si ça passe par l'unité, ça passera par l'unité, mais c'est personnel, ça regarde chacun. Voilà, et ça c'est important. Maintenant, oui, tu as raison, c'est aussi lié à ce côté spontané de l'enfance, c'est-à-dire on suit nos aspirations, nos élans, et dans la nature, le soleil, la chaleur, le vent, l'eau font que ce truc en tissu qui colle, là, c'est complètement saugrenu et très désagréable, et on s'en débarrasse assez facilement. c'est clair. C'est une vraie célébration et en même temps un émerveillement. Oui, 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 vraiment, vraiment. C'est pas que des mots. Alors, tu as beaucoup parlé de tes expériences d'enfance, mais en fin de compte, quel a été ton point de bascule? Oui, oui, bien sûr. Alors, bah oui, bien sûr, j'ai eu un point de bascule majeur. Ouais, j'avais 24 ans et j'ai rencontré un enseignement spirituel. Et je crois que j'ai vraiment une période dans ma jeunesse où j'étais un peu perdu, parce que justement, dans ce monde moderne, j'ai été éloigné de ma source, la source à laquelle j'ai bu quand j'étais enfant, voire encore un tout jeune adolescent. Mais il y a eu une période de l'adolescence, de la jeunesse, où je me suis perdu tout simplement parce que je ne savais plus trop où j'étais, je ne me reconnaissais plus dans le monde dans lequel j'étais. Et alors, ça a fait partie de mon parcours et ça a été une chance extraordinaire d'être perdu. C'est très bon d'être perdu à un moment donné, de lâcher toutes les certitudes. Et parce qu'à ce moment-là, on se met vraiment à chercher et à appeler et à demander de l'aide. Et ma foi, l'aide, elle est venue de façon absolument éblouissante, magistrale, merveilleuse. Et à partir de là, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Donc cet enseignement spirituel m'a vraiment ouvert toutes les portes de mon être, m'a permis de me retrouver moi-même. Et donc, évidemment, m'a aussi permis de retrouver ma connexion à la nature. Et ça a été aussi extraordinairement puissant et révélateur pour moi. Donc, c'est très simple. Donc, il s'agit d'un enseignement qui est porté par deux grands maîtres bulgares dont tu as peut-être entendu parler, que sont le maître Peter Donov, donc, qui lui était en Bulgarie exclusivement, et qui a envoyé son disciple, qui s'appelait à l'époque Mikhail Ivanov, qui est devenu Omra Mikhail Ivanov, qui est un maître merveilleux, un maître spirituel extraordinaire, dont j'ai pu tester la validité, la valeur et l'efficacité surtout de l'enseignement. C'est un enseignement inépuisable, passionnant. Maintenant, voilà, ça c'est ma vie personnelle, c'est très intime. Je
n'en parle normalement pas trop dans les bivouacs, sauf parfois les participants ont vraiment envie de savoir, donc ils me titillent, et donc là, bon, j'en parle quand même, mais c'est vraiment très personnel. Mais dont je puis témoigner, c'est que c'est en effet un basculement, hein. Ça a été pour moi c'est le ciel qui s'ouvre, tout simplement. Et tout d'un coup, on comprend toute la logique, tous les tenants et aboutissants d'une incarnation. Et c'était vraiment mon cas à l'âge de 24 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à me mettre au boulot. Parce que c'est ça, un enseignement spirituel, c'est une incitation à faire un travail génial, extraordinaire, qui est un travail de sculpteur, de peintre, de poète, mais sauf qu'on sculpte et on peint sur soi-même et en soi-même. Voilà. Et ça, c'est un travail absolument passionnant. Et alors, par rapport au travail avec la nature, le maître Omraam Mikhaël Ivanov est vraiment extraordinaire. Tout ce qu'il m'a donné à travers ses conférences, ça a été pour moi, là encore, un moyen de retrouver cette connexion initiale à tout ce que j'avais vécu quand j'étais gamin. Quand on est gamin, on est chaman, hein, spontanément. Et le maître m'a vraiment permis de reconnecter tout ça de façon éblouissante. Et voilà, et ça, c'est vraiment mon basculement personnel. Et après, en revanche, il y a eu tout un processus graduel, je dirais, de montée en fréquence, parce que le travail, il a été incessant, exigeant, ardent, intérieurement. Et j'ai attendu 20 ans avant de commencer à me dire, tiens, tout ce boulot que je fais avec la nature, cette connexion spirituelle que je ressens et que je vis, maintenant, ce serait peut-être le moment de le partager. Et en fait, bon, ça s'est vraiment imposé à moi. Il y a eu des interventions, on va dire, de la vie très flagrantes qui m'ont demandé de passer à l'action. Mais il a fallu 20 ans de travail intérieur, plus de 20 ans, pour que je me sente vraiment prêt à m'exposer, parce que c'est quand même, c'est un sacré truc, c'est une sacrée aventure, c'est totalement initiatique, hein, de proposer comme ça, de dire à des gens, voilà, moi je suis une sorte de représentant, de catalyseur ou de joyeux animateur qui se propose de vous emmener dans les bois pour vivre une expérience un petit peu folle et joyeuse et merveilleuse, c'est très exposant. Et il fallait que je sois quand même un petit peu ancré pour ça. Voilà. Et ce travail d'ancrage, qui est la base, c'est une des bases du travail avec la nature, je ne l'avais pas encore. Et il m'a fallu de longues années pour ressentir que là, c'était bon, je pouvais y aller. Voilà, donc tu vois que c'était un basculement qui est fort modeste, mais qui pour moi a été merveilleux parce qu'il m'a vraiment ouvert une nouvelle voie dans l'existence et ça a tout changé pour moi de A à Z. Oui, en effet, les points de bascule sont tous différents pour chacun de nous. Ouais, pour certains, ça va être vraiment un choc, et pour d'autres, ça va être une rencontre, ou peu importe, hein, c'est vraiment ça. Donc, finalement, tu as connu Omraam Mikhaël vivant, quoi. Alors, non, je suis arrivé quelques mois après, et c'est une chance, hein. Tu sais que connaître un grand maître physiquement, c'est à la fois un privilège inouï, mais c'est aussi à double tranchant. Parce que quand va poser la question à Saint François d'Assise, à Thérèse d'Avila, à, à tous ces grands saints qui n'ont pas connu Jésus personnellement, ils sont arrivés peut-être un peu tard, ou alors ils l'ont connu à l'époque, c'est une question. Le fait de ne pas le connaître physiquement, ça t'oblige à aller le chercher dans d'autres plans. Et écoute, c'est un petit peu toute proportion gardée et très 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 modestement, mais c'est quand même ce qui m'a accroché à 10 000%. C'est que j'ai reçu cet appel intérieur de l'invisible en ne m'appuyant pas sur une personne que je pourrais aller voir comme on va voir son papa pour demander un coup de main. Là, il a fallu que j'aille le chercher, de lui demander un coup de main, certes aussi, bien sûr, mais dans l'invisible. Et ça m'a permis de faire un travail qui a été une providence dans ma vie, hein, absolument extraordinaire. Ça remonte à 1987. Et c'est un sacré truc. Et bon, c'est pas le sujet, mais la rencontre avec un maître spirituel, quel qu'il soit, parce que les maîtres spirituels, il y en a d'autres, bien évidemment. Chacun a sa fréquence et chacun attire, enfin, ou plutôt, le maître spirituel appelle le disciple qui correspond à sa fréquence. Mais il y a une dimension mystérieuse et merveilleuse dans cette relation entre un aspirant disciple, c'est-à-dire une personne qui a vraiment envie d'évoluer et qui sent l'existence d'un monde invisible et qui sent qu'il y a une nécessité de travail sur soi indispensable pour pouvoir répondre et satisfaire aux normes de l'évolution.
et avancer sur le chemin. Mais donc cette relation cette connexion est totalement mystérieuse là aussi. Ça nous dépasse. Enfin, moi, ça me dépasse complètement. Et ce que je sais, c'est que c'est peut-être la chose la plus merveilleuse que j'ai vécue dans ma vie. Quand je passerai de l'autre côté, je verrai un petit peu en détail tous les tenants aboutissants de ce processus. Et je souhaite à tout le monde un jour de trouver son guide et son maître, car c'est vraiment la métaphore la plus limpide, c'est pense-t-on une seconde à aller faire de la montagne, de l'alpinisme à 4800 mètres d'altitude sans guide de montagne? C'est purement stupide. Voilà. Le guide de montagne n'est pas là pour abuser de nous ou profiter de nous, il est juste là pour nous éviter de tomber dans les crevasses et savoir aller au sommet dans les meilleures conditions. Les vrais maîtres spirituels sont des poteaux indicateurs qui nous montrent la direction, mais le but avant tout est de trouver son maître à l'intérieur de soi et de se connecter à la source. Voilà. Mais tout ça pour revenir à la nature, cet ancrage avec cet enseignement m'a permis de développer, de mon point de vue, une facette de cet enseignement sur lequel le maître a beaucoup insisté et qui n'a pas été, à ma connaissance, énormément développé par tous ceux qui le suivent, à savoir la connexion à la nature et à ses merveilles. Voilà. Maintenant, je tiens à préciser, c'est Wing Allian qui fait tout ça, c'est la responsabilité de Wing Allian. Hein. Oasis Natcham, ce n'est pas du tout une branche de l'enseignement du maître, mais bien entendu, parce que je suis, par mon histoire, je suis très porteur de toutes les valeurs que véhicule cet enseignement et j'essaye d'en faire ce que je peux, du mieux que je peux. Ok, voilà. Merci bien. Alors vraiment, maintenant, si tu avais un message à passer au monde, ça serait quoi? J'ai une simplicité. Eh bien, enlevez vos chaussures, allez dans un pré, mettez vos pieds nus sur l'herbe, fermez les yeux, respirez profondément, attendez la venue du soleil vers le matin avant qu'il se lève et accueillez les premiers rayons du soleil, ouvrez-vous à la nature, soyez plein d'amour pour tout ce qui est autour de vous, ouvrez-vous à la nature, donnez-lui et elle vous donnera. En gros, mon message, c'est se reconnecter à la nature, c'est la base de toutes les thérapies, la base du bien-être, la base du bon sens. Nos ancêtres savaient très bien le faire. On a perdu cette connexion de façon dramatique. Et ça, c'est vraiment le message qui est d'une simplicité, mais en même temps d'une profondeur extraordinaire. Mais donc, c'est tout ce qui est simple, c'est comme le diamant. Tout ce qui est simple, c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus efficace. Cette connexion avec la nature, on l'oublie un peu, on la néglige, et en réalité, tout est là. Et le problème, c'est qu'on s'en est tellement coupé qu'on n'est pas conscient de tout ce qu'on peut puiser dans cette reconnexion. Voilà, c'est pas la connexion à la nature, ouais, c'est sympa, on va aller faire un tour, ça va faire du bien. Non, reconnexion à la nature, en réalité, c'est reconnexion au mystère de la vie qui est en nous et dont la nature nous parle. La nature est un miroir pour nous. Et la nature, il ne faut pas oublier que c'est avant tout en nous, notre corps physique, et le fruit de la nature. C'est un petit chef-d'œuvre de la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire, le corps humain. Mais donc, la nature est en nous, nous sommes la nature aussi. Et le fait de l'oublier, c'est une errance absolument dramatique. Et les pathologies du monde moderne viennent complètement de cette coupure avec la nature. Et tous les événements récents, avec toute cette folie de pandémie et trucs machin, n'auraient absolument pas lieu si toutes les personnes étaient centrées intérieurement, étaient connectées à la nature, avaient cet enracinement avec les forces de la nature qui apporte santé, éclaircissement intérieur, et surtout, c'est aussi un antidote extraordinaire contre la peur. Quand on est vraiment lié au rythme de la nature, on n'a même plus peur de la mort. On est lié à tout ce qui va de soi, à tout ce qui est de bon sens. Pour moi, la nature, c'est un ancrage, un enracinement qui empêche de partir dans les affabulations du mental, dans toutes ces espèces d'architecture, ces inventions, ces élucubrations, parce que la pandémie, c'est une vaste élucubration d'un certain point de vue. Et la nature, pour moi, c'est une sorte d'antidote contre tout ça. L'antidote qui permet de se connecter à la Terre, qui nous apporte toute sa force, sa puissance, qui centre et qui fait qu'intérieurement, on va sentir ce qui est bon pour nous. C'est comme avec les aliments, on a perdu l'instinct de sentir si un aliment est bon ou non. C'est un petit peu la même chose. Donc là, l'instinct de sentir, ah oui, on nous parle d'un virus, plutôt que de rentrer dans une espèce de panique, de vouloir me faire vacciner ou de faire je ne sais quoi,
et en lieu de me mettre des masques, aussi une aberration, eh ben, je vais plutôt écouter mon corps, savoir ce dont il a besoin, je vais lui faire confiance, et c'est lui qui va me protéger de tout danger éventuel. Je suis connecté à la source, donc rien ne peut m'arriver d'un certain point de vue qui soit négatif et une entrave à mon évolution. Et si ça arrive, et si je dois partir de l'autre côté, ben, c'est pas grave du tout. Ça fait partie de la nature et je le vivrai très sereinement. Les anciens n'avaient pas la peur de la mort qu'on a dans cette société moderne, qui nous met tellement à la périphérie de tout, dans cette culture hors sol, qu'on a peur de tout finalement. Avec le moindre petit microbe est un danger terrible, on se focalise là-dessus, on le renforce au lieu de tout simplement se centrer intérieurement, se renforcer, et être en mesure d'affronter sereinement les obstacles. Alors, ça peut paraître un petit peu prétentieux et ambitieux, mais la nature, c'est le bon sens, c'est la confiance intérieurement, sentir que tout est juste et que quoi qu'il arrive, on a juste à cesser guidé par ce ressenti. Et moi, dès le départ, dès le début de cette crise, mon ressenti, c'était que là, on avait un vrai chef-d'œuvre de la société moderne qui engendre ses propres monstres et que tout ça était absolument proche du ridicule et qu'il fallait juste aller se nourrir de vitamine D dans la nature, respirer profondément, se nourrir avec de l'eau pure, boire une nourriture, manger une nourriture pure et bio, et voilà, puis entretenir des belles pensées, être créatif, voilà. Et moi, la nature, c'est elle qui m'incite à être créatif et connecté à tout ce qui me fait du bien. Et il n'y a rien de mieux pour contrer les virus. Voilà. C'est l'endroit idéal pour finalement faire l'expérience de la non-séparation. Parce qu'on se croit tous séparés, alors qu'il n'y a aucune séparation. On est tous liés les uns les autres, et en même temps liés au monde et à l'univers et à la nature. C'est tellement vrai. Et alors là, ce que tu dis, Philippe, c'est à la base de tout ce qui est chamanique. C'est en effet de retrouver cette connexion interconnectée qui va de l'insecte à l'être humain jusqu'à nos grands frères d'en haut. C'est absolument, hein, les Lakota utilisent l'expression Mitakuye Hoyasin pour toutes mes relations. On est tous tellement liés. Et c'est aussi une des dimensions que j'adore dans nos bivouacs, c'est qu'on crée une tribu, en fait, une sorte de petite fraternité éphémère, certes, mais magnifique. Et le travail avec la nature, la qualité du travail qu'on va pouvoir faire avec la nature est directement corrélée à la qualité de l'ambiance et de l'énergie qu'on va dégager collectivement, tous unis, tous reliés avec nos différences. On n'a rien à voir les uns les autres, milieux sociaux différents, cultures différentes. Vraiment, parfois, il y a vraiment des contrastes saisissants. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on est toute une tribu humaine magnifique, et que dans ces bivouacs, c'est la nature en fait qui nous incite à cette harmonie et à cette conscience qu'on est tous des frères et sœurs, qu'on est tous liés entre êtres humains, les animaux, les arbres. C'est une immense fraternité universelle hein, qui résonne, qui vibre un peu partout. Et cette reliance, cette conscience que la vie qui nous traverse tous est sacrée et qu'elle nous unit, en effet. Et donc, c'est ça qui est précieux dans cette notion de tribu, c'est que les masques tombent et on est vraiment juste heureux d'être ensemble, de partager, de sentir qu'on est tous finalement, on a les mêmes besoins essentiels. Et qu'on revient à l'essentiel, dans le cadre de ces bivouacs, les besoins essentiels, c'est quoi? C'est la chaleur du cœur, c'est d'aller puiser à la source, hein, une petite source près du campement pour boire, c'est l'essentiel, et aller goûter la nature au soleil, au vent, etc. Et que tous, on se rend compte qu'on vit de la même façon devant ces nourritures de l'invisible et qu'on a les mêmes besoins fondamentaux et que ça, c'est très, très fédérateur. Et c'est cette joie aussi de sentir à la fin des bivouacs, c'est vraiment la saveur que ça laisse sur les lèvres. On a goûté à quelque chose qui est d'un parfum, moi c'est édénique, comme un petit parfum de paradis où on sent qu'on est tous sur la même fréquence, qu'on est tous unis vraiment comme une même âme. Alors évidemment, après, on retourne tous à notre vie et voilà, on est dans une forme de séparativité dans la vie, dans la matière. Mais c'est comme un goût avant-coureur sur les réalités de l'esprit où là, en effet, on est tous vraiment tellement unis. Et moi, c'est ce que je ressens à la fin de chaque bivouac. On le voit, hein, tous les cercles de clôture, c'est systématique. Exprime une sorte de quintessence qui est liée à ce que tu viens d'évoquer, ce fait qu'on est tous liés, et même d'une façon qui nous dépasse. C'est pas juste le côté boy scout, des amis, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique et qui est d'un autre ordre, qui est de l'ordre de l'âme, de l'esprit. On sent qu'il y a quelque chose qui nous a remplis, qui nous a nourris, et qu'on est dans une plénitude, et on goûte à une sorte de bonheur qui est lié à cette notion de on est tous un.
On est tous C'est reliés, exactement ça. On est tous un. la nature et les humains. Voilà. Super. Ben vraiment, ça donne envie de te rejoindre. Et je Ah bah, pense que tous ceux qui vont écouter cet entretien vont se retrouver auprès de toi cet été. Merci en tous c'est les gentil, cas. Et très gentil. puis, Donc, oui, tu as quelques livres, quelques ouvrages disponibles. On mettra en dessous là, le lien pour, si tu le veux bien, pour te retrouver ton site internet et puis toutes tes activités. bien sûr, je te remercie. Merci à toi. Oui, donc c'est Oasis Natcham. Donc, en effet, il y aura le lien dessus. Mes livres ont tous été conçus en réalité dans l'élan de mon propre parcours intérieur. C'est pour ça que je me suis mis à écrire à partir du moment quasiment où j'ai commencé à faire les premiers stages. Bon, j'avais juste écrit un roman en amont. Disons que pour s'y retrouver, parce qu'il y a quand même 7 livres, ça fait beaucoup. J'ai écrit un livre. Alors, attends, il doit être là. Donc, j'ai écrit un livre qui a vraiment été conçu pour être assez synthétique. Là, je fais ma pub. Voilà, petit placement de produit, comme disait John, au cœur de la nature vibrante, qui est un peu un livre testament qui, dans mon esprit, était conçu pour les personnes qui voudraient nous rejoindre. Ça permet vraiment d'ouvrir des gens en amont, de préparer le travail pour recevoir encore davantage et pas consacrer trop de temps juste une fois sur place à se dire bon, bah, qu'est-ce qu'il me raconte, ah ouais, tiens, c'est quoi ce truc-là. Donc, si on a un peu lu en amont, ça aide beaucoup et on va beaucoup plus vite. Voilà. Donc oui, bah, sinon je te remercie. Oui, il y a pas mal de matériel. J'ai aussi une chaîne YouTube avec plein de vidéos dessus qui permettent de se mettre dans l'ambiance, de voir un peu ce qu'on vit tous ensemble. Et voilà, il y a de quoi faire. Et bien évidemment, si tes internautes sont intéressés, ils n'ont qu'à me joindre. Téléphone, mail, il y a tout ce qu'il faut sur mon site. Et ce sera un plaisir pour moi de m'entretenir avec eux, de les renseigner s'ils en ont besoin. Il n'y a pas de souci. Mais merci encore, vraiment. Et je te souhaite un très, très, très bel été. Ouais, Plein merci à toi. plein de reconnexion, de réconciliation, d'émerveillement, de célébration. Et Ouais, puis, retrouve tous les internautes pour un prochain entretien inattendu. Je ouais, ne sais pas quand, super. c'est inattendu, on ne sait pas quand est-ce Ouais. que ça tombe, ça vient comme ça, en fonction Écoute, des bonne vie invités. à ta chaîne. Je surveillerai, je regarderai toutes les interventions. Déjà, les 2 personnes qui sont passées avant, c'est évidemment des personnes de très, très grande qualité. Donc, je souhaite très longue vie à ta chaîne. Merci, Je merci à pense qu'elle toi. a de l'avenir et ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi, Philippe. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir.